Je suis Laure Bonatti et je suis Mathilde Guillon et nous sommes toutes les deux vétérinaires consultantes en médecine du comportement. Bienvenue dans Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. Bonjour à tous, l'épisode d'aujourd'hui est un peu particulier parce que c'est un épisode où je serai seule derrière le micro pour vous raconter mon expérience au Canine Science Forum, un congrès international qui s'est tenu du 11 au 14 juillet à Budapest. Je suis certaine que nos auditeurs et nos auditrices les plus férus d'éthologie canine ne seront pas surpris, car Budapest est un haut lieu de recherche sur le comportement du chien et des canidés en général. C'est là que travaille Adam Miklosi et son équipe. Il y a quelques années, Adam Miklosi a d'ailleurs publié un livre qui fait référence, intitulé Dog Behavior, Evolution and Cognition. En résumé, à Budapest, l'éthologie canine, il maîtrise plutôt. Et je vais donc essayer de partager avec vous les sujets qui m'ont paru les plus intéressants lors de ce congrès. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers des congrès et des conférences, la structure, en fait, elle est toujours un peu similaire. Il y a des conférences plénières qui sont plus longues et où un chercheur reconnu par ses pairs présente ses travaux ou son opinion sur un thème. Au Canine Science Forum, cette année, nous avons par exemple écouté Peter Sando, qui est un Danois, parler des races de chiens, de leur sélection par les clubs de races et de l'avenir des races des chiens en général. Ensuite, nous avons entendu Christine Vitale, qui elle est canadienne, évoquer les différences entre les chiens et les chats lorsqu'il s'agit d'interagir avec les humains, ou encore Annika Bremhorst, qui présentait ses recherches sur les expressions faciales lors d'une émotion négative, comme la frustration, ou positive, comme l'anticipation alimentaire chez les chiens. Mais moi, la conférence dont j'ai choisi de vous parler un peu plus en détail aujourd'hui est celle d'une chercheuse indienne, Anindita Badra, qui a présenté ses travaux sur les chiens errants en Inde. Donc en Europe occidentale, on a tendance à oublier que 70 à 80% des chiens sur Terre sont des chiens féraux, donc en quelque sorte retournés à l'état sauvage. Ils vivent à proximité des humains et se nourrissent des restes de nourriture qu'ils trouvent majoritairement dans des poubelles. En France métropolitaine, nous, on a beaucoup de chats libres ou de chats errants, selon comment on les appelle. Ils sont d'ailleurs probablement aussi nombreux que ceux qui vivent dans nos maisons. Mais on n'a pas de chiens libres. Alors, il s'agit de la même espèce que nos chiens domestiques, mais les chiens libres, les chiens errants ou free-ranging dogs, comme on le dit en anglais, en fait, ils n'ont pas du tout subi la même sélection artificielle que ceux que nous accueillons dans nos foyers. Et en médecine du comportement, on voit d'ailleurs régulièrement des personnes qui ont adopté un chien venu d'une population de chiens errants, par exemple venu de Roumanie ou encore de l'île de la Réunion ou de Guyane. Et ces adoptants doivent parfois faire face à des difficultés très importantes, car ces chiens ne sont pas toujours adaptés à vivre seuls, au bout d'une laisse, au milieu des humains et des stimuli intenses de la ville. Anindita Badra a d'ailleurs débuté sa conférence en insistant sur le fait que ces chiens errants en Inde n'ont subi aucune sélection artificielle par les humains. Personne ne choisit qui se reproduit avec qui sera stérilisé ou non. Seule la sélection naturelle entre en jeu. Et la nature, comme d'habitude, elle n'est pas tendre, puisque seulement un chien sur 5 atteindra l'âge adulte. L'autre point essentiel qui ressort de la conférence d'Anindita Badra est que les chiens errants ont une vie sociale exceptionnellement riche. Ils vivent en petits groupes de 4 à 5 individus et présentent une grande plasticité comportementale. En clair, ils ont des outils qui leur permettent de s'adapter à de multiples défis au quotidien. Trouver de la nourriture et survivre étant déjà un sacré programme pour ces chiens. Pour autant, les free-ranging dogs, ces chiens libres, ils interagissent avec les humains depuis des milliers d'années. Ces interactions peuvent être négatives, il y a encore des attaques de chiens sur des humains, et en Inde, la rage est toujours présente, et la rage, c'est une maladie mortelle dans 100% des cas, une fois que les symptômes sont déclarés. Également chez l'humain. Donc il y a des interactions négatives, des morsures, mais il y a aussi et surtout des interactions positives. Les humains nourrissent les chiens avec des restes de nourriture et ils ont aussi tendance à nourrir plus particulièrement les femelles gestantes ou allaitantes. Pour la chercheuse, les humains représentent donc à la fois une menace pour la survie des chiens, mais aussi leur source majeure de nourriture. Les interactions humains-chiens sont donc très complexes. Et ce qui est assez dingue, c'est que cette équipe de chercheurs parvient à étudier les chiens et à leur proposer des tests directement dans leur milieu de vie, en dehors des laboratoires. C'est comme ça qu'ils ont réussi à montrer que les chiens errants sont parfaitement capables de comprendre les intentions des humains,
Anindita Batra a d'ailleurs dit « ils nous jugent constamment ». C'est-à-dire qu'en fait, ils comprennent les gestes des humains, comme par exemple montrer du doigt, et ils choisissent aussi de ne pas venir au contact physique. Ils préfèrent par exemple toujours prendre la nourriture qu'on leur offre sur le sol plutôt que dans la main. Et sans surprise, ils approchent également beaucoup plus volontiers une personne qui s'accroupit plutôt qu'une personne qui se penche au-dessus d'eux en tendant la main. Un autre pan de la vie de ces chiens a été étudié. Il s'agit des soins parentaux. Ainsi, les chercheurs ont montré que les chiennes gestantes, elles vont vraiment choisir l'endroit où elles vont faire leur nid pour mettre bas. Elles choisissent des zones où les humains distribuent de la nourriture plutôt que des zones où elles doivent fouiller dans les poubelles. Ils ont également étudié la période autour du sevrage et ils ont pu montrer que jusqu'à 8 semaines, la tétée est initiée à la fois par les chiots et par leur mère, mais qu'après 8 semaines, seuls les chiots initient la tétée. Ils ont montré également que le sevrage se fait graduellement entre 8 et 13 semaines. C'est l'âge où les petits deviennent de plus en plus indépendants et apprennent à se nourrir seuls, c'est-à-dire encore une fois fouiller les poubelles à la recherche de ce qui est le meilleur à manger. Ils apprennent aussi à interagir avec les autres chiens et avec les humains. Enfin, entre 13 et 16 semaines, les soins maternels sont de plus en plus limités et ils sont qualifiés de passifs. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'autres membres du groupe social peuvent s'investir dans les soins aux jeunes. Ainsi, sur 22 portées étudiées, les pères dits supposés, parce qu'en fait ils n'ont pas de test génétique qui accrédite l'hypothèse que c'est bien le père, mais donc ils appellent ça des pères supposés. Et ces pères supposés ont participé aux soins dans 3 portées sur les 22. Et les mères, elles avaient un comportement très différent avec ce mâle, donc le père supposé, qui est toléré, alors que tous les autres mâles sont plutôt chassés. Et dans 10 portées sur 22, d'autres femelles s'investissent également dans les soins aux jeunes. Et ces femelles, elles avaient toutes des liens familiaux avec la mère des chiots. C'était soit une tante, une sœur, la grand-mère des chiots, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que pour une survie optimale des jeunes, l'idéal est de réunir tous ces facteurs. Une mère attentive, de l'aide des autres femelles et un père présent, notamment qui permet de jouer avec les chiots et d'avoir un développement comportemental axé sur le jeu. Voilà donc la conférence plénière dont j'avais envie de vous parler plus longuement. Mais un congrès, ce sont également des conférences plus courtes, présentées par de jeunes chercheurs qui viennent partager leurs résultats de recherche avec la communauté scientifique. J'ai choisi de vous parler de 2 sujets très différents pour illustrer la richesse de ce qui nous a été présenté. La première conférence traitait des enrichissements que l'on peut proposer aux chiens de refuge. Souvenez-vous, on a déjà parlé de la notion d'enrichissement dans Vétologie. Un enrichissement, c'est quelque chose qu'on ajoute dans le quotidien pour améliorer le bien-être des animaux en leur permettant d'exprimer des comportements naturels de leur espèce ou d'augmenter la diversité des comportements produits. Ici, on apprenait aux chiens à donner leur préférence entre une balade dans un bois ou être lâchés dans un parc, 2 activités auxquelles ils avaient accès dans ce refuge canadien. Le dispositif expérimental consistait en un mini-labyrinthe matérialisé par des barrières et des bâches de couleurs différentes. À gauche, les chiens allaient dans un parc fermé avec le soigneur. À droite, ils allaient faire un petit tour en forêt. En moyenne, il suffisait de 9 passages dans ce mini-labyrinthe pour que les soigneurs comprennent quelle était l'activité préférée des 6 chiens testés. Et on note également qu'un des chiens choisissait de rester au refuge, ce que le conférencier expliquait par le fait que l'étude a été réalisée en hiver au Canada et que cette chienne était peut-être gênée par le mauvais temps et préférait encore rester abritée. En tout cas, voilà un exemple de dispositif concret et simple à mettre en place qu'on peut proposer aux chiens de refuge pour leur donner un peu de choix et de contrôle sur leur quotidien. Une autre courte conférence dont je voulais vous parler traitait des interactions de jeu humain-chien. L'étude portait sur l'analyse de 30 vidéos partagées par des propriétaires de chiens sur Internet. Les vidéos choisies étaient les plus populaires sur les plateformes, celles qui étaient donc les plus vues, mais qui ne sont pas forcément les plus représentatives. Ce qui a du succès sur Internet ne correspond pas forcément à la réalité des interactions humain-animal. Notre feed Instagram Vétologie est parfois envahi de vidéos de gens qui tombent de cheval. J'imagine que ce sont donc des vidéos très partagées. Mais ce n'est pas forcément pour ça que ces vidéos sont représentatives des interactions humain-cheval en général. Bon, ici, la conférencière a justifié ce choix car les gens qui ont posté ces vidéos les ont taguées comme étant du jeu et que donc elles sont perçues comme telles par le grand public. Les auteurs de cette étude ont décrit à la fois le comportement des humains et celui des chiens dans ces vidéos de jeu et ont cherché à comprendre si les 2 espèces parvenaient justement à se comprendre dans ce type d'interaction.
Sur ces 30 vidéos, ils ont donc décrit le comportement de 20 personnes adultes, de 8 enfants et de 2 très jeunes enfants. Dans le jeu, 2 choses ressortent, c'est que les humains ont tendance à se pencher au-dessus des chiens et à sourire en montrant les dents. 2 postures de mimique faciale qui peuvent être difficiles à interpréter pour les chiens, voire les mettre mal à l'aise. Souvenez-vous ce qu'on disait un peu plus tôt dans l'épisode sur les chiens errants, qui s'approchent bien plus volontiers d'une personne qui s'accroupit que d'une personne qui se penche au-dessus d'eux. Sur les 30 vidéos, ils ont noté également que seul un chien présentait une posture dite d'appel au jeu et que la queue des chiens était rarement visible sur les films, ce qui prouve que les humains se concentrent sur la tête des chiens plutôt que sur leur posture. Et les mouvements de queue, qui sont pourtant essentiels dans la communication des chiens, ils passent un peu inaperçus pour nous humains. Bref, autant d'indices qui tendent à montrer que les humains interprètent mal les signaux envoyés par les chiens. Ils ne détectent pas les signaux d'inconfort de leurs animaux et qui sont du coup souvent confus par le comportement de jeu que les humains ont et peuvent du coup vouloir sortir du jeu sans que les propriétaires en face ne le comprennent. Et donc en fait on continue nous de faire de la vulgarisation dans Vétologie parce que ça nous paraît essentiel de continuer à faire de la pédagogie pour que les chiens et les humains puissent interagir et se comprendre au mieux. Et enfin, pour conclure cet épisode, je voulais relayer un appel à la recherche de chiens un peu spéciaux qu'on appelle les Gifted Word Learners, donc des chiens qui sont doués pour apprendre des mots. Les Gifted Word Learners sont des chiens qui, sans entraînement particulier, sont capables d'apprendre le nom de leurs jouets et de les retenir pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Ces chiens sont souvent des border collies, mais pas toujours. Par exemple, il y a un pékinois qui répond au doux nom d'Huckleberry et qui lui connaît le nom de 150 jouets. Et donc, il a reçu son diplôme de Gifted Word Learner. Une équipe d'éthologues est à la recherche de ces chiens aux 4 coins du monde pour pouvoir continuer à étudier leurs capacités cognitives. Et d'ailleurs, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur leur page Facebook et Instagram. Ils ont un challenge qui s'appelle le Genius Dog Challenge. Et si vous pensez être le propriétaire d'un de ces chiens exceptionnels, n'hésitez pas à contacter les chercheurs. À l'heure actuelle, ils ont recensé 41 chiens dans le monde entier, mais il n'y a aucun chien français, donc c'est peut-être le moment de recruter un français parmi ces Gifted Word Learners. Voilà pour cet aperçu du CSF 2023, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous dire si ce format retour du congrès vous intéresse ou pas. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Et comme d'habitude, Mathilde et moi, on compte sur vous pour partager le podcast autour de vous et vous abonner si c'est une option qui vous est proposée par votre plateforme d'écoute. Merci et à bientôt.